Et bonjour à tous, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Hop, c'est bon, nickel. Live un petit peu différent de d'habitude, j'ai la chance d'avoir un invité, on va parler de prévention des blessures. Je l'ai invité, en principe ça devrait fonctionner. Donc j'espère déjà que vous m'entendez bien, que tout se passe bien. Installez-vous, en principe ça devrait fonctionner. Je vérifie, j'ai envoyé la demande. Hop. Donc en principe ça devrait être bon. Donc aujourd'hui on va faire justement un échange un petit peu avec Alex, qui du coup est kiné. Si bien sûr il arrive à me rejoindre sur la discussion, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Est-ce que c'est bon? En tout cas, je peux lui envoyer. Alors, hop, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Désolé pour ces petits délais, ces petits deltas de temps. J'espère qu'il va y arriver. Parce que moi, l'invitation est lancée. En principe, ça devrait fonctionner. Allez. Donc, en principe, Alex, il va y avoir une invitation directement. Donc, si tu es sur le live, tu dois la recevoir. Bon, j'espère que ça va marcher. C'est un peu long. Il y a écrit Germain Alex ne peut pas participer. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai. Enfin, je- on est en train de Bonjour parler. Ah, ça à y est, tous. nickel. Bonjour, Salut. ça va? Excuse-moi, ça a été un peu difficile. C'est bon? Ça, tu C'est m'entends parfait pour l'instant. bien? Tout fonctionne bien? Nickel, ok. Ça marche. Mais merci en tout cas de dégager un petit peu de temps pour pouvoir parler un petit peu justement sur la prévention un petit peu des Pas blessures. de problème. On peut se tutoyer, ça te dérange pas? Ok, ça marche. Je vais te laisser te présenter brièvement pour que les gens te connaissent un petit peu et raconter un petit peu ton parcours brièvement pour mieux comprendre qui tu es et la légitimité que tu as à parler des sujets sur lesquels on va Moi, je suis parler. Alexandre Germain, j'ai 47 ans, je suis kiné du sport, diplômé de Berck-sur-Mer, orienté vraiment traumatologie du sport plus. Un parcours dans le sport de haut niveau, que ce soit dans le hockey sur glace, équipe de France, différentes équipes cyclistes professionnelles, mais aussi beaucoup dans le football, où depuis bientôt 7 ans, 8 ans, mais bientôt, je suis en équipe de France de football. Euh, voilà, en parallèle, aujourd'hui, mon activité, elle se scinde en trois grosses parties. Une partie en cabinet où j'exerce dans un centre sur Lyon pluridisciplinaire qui regroupe médecins, kinés, ostéo, enfin toutes les disciplines qui inhérentes à une bonne prise en charge d'un sportif, où je vois essentiellement des patients plutôt typés foot, mais aussi et surtout des coureurs à pied. Donc ça c'est mon activité en libéral et en parallèle le football qui me prend un tiers de mon temps et bien évidemment l'enseignement où j'enseigne pour la clinique du coureur, d'où peut-être le sujet ce soir sur la course à pied. Au niveau de la clinique du coureur, puis dans différentes écoles, diplômes universitaires et autres, où ça me prend aussi un tiers de mon temps. Ok, ok. C'est très complet déjà, j'ai l'impression. Donc voilà, justement, je voulais qu'on parle un petit peu sur essentiellement, on avait parlé un petit peu avant, on a décidé du coup de vraiment partir sur la prévention plus et se séparer un peu de l'aspect performance qui est plus pour les coachs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été de ta décision et je pense que c'est hyper honnête de savoir aussi bien compartimenter les kinés d'un côté et les coachs sportifs de l'autre. Moi déjà, ma première question, c'était comment tu réussis parce que souvent
on donne des conseils, on n'a pas quelque chose de planifié sur le long terme, sur 3, 4 mois, avec différentes phases. Toi, comment tu conseillerais aux sportifs, que ce soit un footballeur ou allez, des sports un petit peu qui vont partir sur une saison complète, c'est-à-dire pas du tennis où il n'y a pas un événement précis. Comment tu conseilles un petit peu aux gens de se préparer avec une période de test, différentes phases, comment on peut évoluer dans une saison au niveau de la préparation physique? Alors déjà, il y a différentes choses. Effectivement, comme tu le disais, il y a la préparation physique et nous le suivi au niveau médical. Je pense que c'est deux choses qui peuvent se dissocier, mais qui doivent aussi s'associer parce que il y a un lien complémentaire entre les deux. Donc, il est important pour que le préparateur physique connaisse un peu notre monde et que nous, surtout, on connaisse le monde du préparateur physique et son langage et avoir des bonnes connaissances quand même sur la physiologie pour pouvoir bien être carré, cadré, pour apporter des bons conseils. Après, pour répondre à ta première question, déjà, il faut dissocier les différents types de sports, où c'est beaucoup plus difficile de gérer un sport collectif euh, qui enchaîne des compétitions tous les week-ends, et avec des objectifs qui peuvent être différents, entre une équipe qui va jouer le maintien et une équipe qui joue le haut du tableau ou qui a des échéances sur cette période-là de février-mars, où là, c'est là où maintenant il faut être en top forme, versus un sport individuel où effectivement il y aura différentes compétitions dans la saison, mais avec des gros objectifs bien définis dans la saison sur lesquels on pourra euh, plus facilement axer une préparation bien plus précise. Sport que difficile, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut être à la fois, il faut être bien physiquement toute la saison et encore mieux à des périodes clés, et ça c'est vraiment pas facile. Alors qu'un sport individuel, on pourra s'autoriser de mettre des grosses charges d'entraînement, même s'il y a une compétition le week-end, parce qu'on aura un objectif plus important qui sera à venir. Donc ça, déjà, c'est pas du tout la même chose. Quoi qu'il en soit, pour bien planifier, pour bien progresser, pour bien se préparer, mais il faut bien se connaître et il faut avoir des éléments objectivables qui permettent de définir un peu la forme du sportif au moment où le teste et son potentiel pic de forme qui serait en mesure d'avoir en cours de saison pour pouvoir planifier, apporter les différentes étapes qui vont nous permettre de l'amener là où il faut, au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est plus facile sur le papier que dans la réalité, tout Ouais. en éliminant Ok. évidemment les blessures. Et Parce que performer, c'est une chose, mais quand on pousse la machine un peu trop fort, on s'expose à des problématiques de blessure. Et moi, j'ai toujours pour habitude de dire que quand on est blessé, on ne s'entraîne pas, et quand on s'entraîne, on ne peut pas performer. Donc, il faut pouvoir arriver à bien jouer entre les deux, où c'est là où le lien entre la cellule préparation physique et la cellule médicale doit être très fort pour optimiser les performances de l'athlète euh, sans provoquer la blessure. Et ça, c'est un vrai. ok. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais donc du coup pour essayer de prévenir un petit peu ces blessures tout au long de la saison? Est-ce que même toi, dans ta prévention, qui est une préparation un petit peu en dehors de la préparation physique, peut-être que le coach va faire, qu'est-ce que tu conseillerais du coup pour atteindre ce pic de forme? Est-ce qu'il y a des paliers à passer? Est-ce qu'il y a des phases du coup d'entraînement? Est-ce que par exemple tu vas faire un peu plus d'endurance au début, à un moment de la force, à un moment un peu plus un travail de vitesse, compartimenté dans la saison? Est-ce qu'il y a un peu un fil conducteur dans la saison ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas vraiment, à différents moments, tu sens que l'équipe peut-être a besoin de ça et on va travailler un peu plus ça, ou c'est déjà prévu en début de saison et tu suis un peu ce Bah, fil? quoi qu'il en soit, il y a une planification qui est faite en début de saison, c'est certain, quels que soient les sports. Ça permet de mettre déjà des phases sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Maintenant, moi je dis toujours que le meilleur outil que ce soit du préparateur physique, du coach ou nous de la cellule médicale, c'est la gomme, parce qu'il va arriver un moment donné où ce qu'on a écrit, ça va pas se passer comme souhaité et il faudra effacer et repartir sur quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, anticiper, c'est une chose, mais il va falloir aussi s'adapter. Et par rapport à ça, c'est tellement multifactoriel que, bien, il va falloir s'adapter aussi au cours de la saison en fonction de plein de paramètres, et ils sont multiples, que ça soit. Moi, j'aime beaucoup parler d'environnements biopsychosociaux qui, pour moi, sont vraiment très importants. Le contexte autour du joueur ou autour de l'athlète vont influer aussi ses performances et vont fluctuer en cours de saison et il faudra aussi s'adapter par rapport à cela. Donc, oui, il y a des blocs de travail, effectivement, comme tu le disais, l'endurance, développement de la force ou autre.
Euh, mais après, ça sera pareil, ça sera un peu inhérent au sport en lui-même. Si c'est un sport de long, si D'accord. c'est un sprinter, bah, obligatoirement, il y aura des étapes, mais qui ne seront pas les mêmes parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Ok. Et par rapport, par exemple, au foot, au foot ou à la course à pied, qu'est-ce que tu conseillerais dans l'enchaînement des blocs, du coup, tu conseillerais plutôt quel enchaînement? Plutôt de l'endurance au début, plutôt de la force après, ou plutôt de la force au début, de l'endurance? Enfin, s'il y a quelque chose enfin, je sais pas, peut-être que c'est après. Peut-être que ça dépend de chaque personne et c'est différent en fonction des objectifs de chacun. Mais s'il y avait un petit peu un socle sur lequel on pourrait Bah, s'appuyer, si tu, mettons, tu on prend l'exemple conseillerais du quoi? football et l'évolution de ces dernières années, où c'est vrai que quand tu regardes il y a une dizaine, 15, 20 ans, la plupart Mhm. des préparations en début de saison se faisaient vraiment sur un gros axe basé sur l'endurance. Aujourd'hui, avec l'aide des GPS et puis bah, l'observation des efforts sur le terrain, on se rend compte que aujourd'hui, le football, c'est un sport de haute intensité qu'il faut être capable de répéter, de répéter, de répéter. Donc oui, tu auras une petite base fondamentale d'endurance, mais tu auras vite des rappels d'intensité pour tendre vers la fonction sportive. Un sport comme le trail, l'ultra trail, c'est clair que bah, ce travail de fond d'endurance sera quand même un socle bien plus fondamental qu'on pourrait l'avoir dans le football. Donc c'est pareil, c'est inhérent au sport et à sa pratique et surtout bah, aux attentes finales de la performance. Donc effectivement, il y a des cas, on passera plus de temps sur l'endurance et puis d'autres, on passera un peu plus sur la force, puis d'autres, ce sera un peu plus sur la vitesse. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même respecter une certaine progression. Et cette progression, bah, il faut quand même avoir une certaine logique dans cette progression. Et si tu enchaînes très tôt, trop tôt de l'intensité, bon, on sait que l'intensité, c'est quand même, ça met beaucoup plus de charges, beaucoup plus de contraintes, que ce soit au niveau physiologique, mais aussi au niveau mécanique, et surtout au niveau mécanique. Et le fait de mettre plus d'intensité, si t'as pas préparé le corps à cela, eh bien évidemment, tu t'exposes à la blessure. Et c'est là où nous, il faut qu'on intervienne, enfin qu'on intervienne qu'on discute justement avec, avec les préparateurs physiques, justement, peut-être pour dire, là, attention, est-ce qu'on va pas un peu. Enfin, toi, tu as un objectif peut-être de développement, en gros, du moteur, mais nous, on t'alerte que si on y va trop vite, la mécanique risque Mm. de lâcher avant. Donc, c'est là où il faut arriver à jouer entre les deux. Et la recette miracle n'existe pas, mais il faut quand même tenir compte de ces deux aspects. Un aspect développement physiologique, qui est certain, et un aspect adaptation mécanique et malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, on casse avant d'atteindre la pleine performance parce que le mécanique a sa limite avant d'atteindre la limite physiologique. Donc, voilà ça. Donc là, c'est vrai que pour Ok. ça, eh bien, il y a plein de paramètres, l'intensité, la vitesse, le dénivelé, si c'est des trailers, bah, ça, il va falloir réintroduire les choses progressivement en fonction du niveau de départ. Ok. Et du coup, vu qu'on parle de ça, je pensais qu'on en parlerait après, mais comment tu conseillerais du coup de bien gérer un peu ce stress mécanique justement dont tu parlais tout à l'heure? Comment tu vas expliquer aux gens, est-ce qu'il y a des repères, par exemple, au réveil, vous vous levez, ça tire un petit peu au niveau des tendons, par exemple, tendon d'Achille, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des repères sur lesquels tu peux un petit peu t'appuyer pour permettre aux gens de savoir peut-être qu'ils en font un peu trop actuellement par rapport à ce que leur corps devrait faire pour justement Ouais, essayer bah d'éviter un peu ces blessures? on peut avoir une sorte de monitoring du sportif. On va essayer d'évaluer la charge qu'on lui applique pendant la séance et puis après de voir aussi cette charge, comment elle a été encaissée par l'organisme. Et effectivement, ça passe par des questionnaires où on va venir voir la charge interne, enfin voir la charge externe dans un premier temps, puis voir comment il réagit à celle-ci avec une charge interne. Effectivement, ça peut être des petits questionnaires très simples qui permettent de savoir est-ce que tu as bien dormi avec une échelle par exemple de 1 à 5, très mal 1, 5 très très bien. Est-ce que tu as appétit? Est-ce que tu as mal aux jambes? Est-ce que tu es motivé par ton entraînement ou pas? Et puis bah, toutes ces questions euh, prennent du sens quand elles s'associent et ça te donne une sorte de scoring et qui te permettent de voir justement si le sportif a encaissé la séance, mais aussi si son environnement biopsychosocial influence de manière négative ou positive l'adaptation à son entraînement. Donc effectivement, ça c'est des choses qu'on fait. D'accord. Tu trouves, tu trouves vraiment, il y a vraiment un intérêt particulier pour justement l'environnement autour vraiment de l'athlète, ce qui se passe. Je trouve que même au niveau de la blessure elle-même, il y a un gros facteur sur cet Alors, environnement-là. aujourd'hui, toi, beaucoup de formations, Et on me pose la question de savoir c'est pour pour toi quels sont les principaux exercices de prévention, sur quoi il faut faire le plus attention. Honnêtement, moi, l'expérience me fait dire que déjà, commence par des choses de base, mange bien, dors bien.
récupère bien. Et déjà, ça sera ton socle et les fondamentaux de ta prévention. Ça passe là, parce que si de manière régulière, tu ne mets pas ce qu'il faut dans le moteur pour reconstruire, pour pouvoir bien encaisser ta charge d'entraînement, pour bien dormir, et puis aussi, bien évidemment, l'alimentation et le sommeil sont aussi liés. Si tu dors pas bien, bah, ton sommeil, c'est quand même là où tu régénères, tu récupères, qui te permettra justement de repartir avec le réservoir plein ou avec déjà une dette qui potentiellement t'amènera vers la blessure. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre un gros accent sur ça. Ça paraît facile comme ça de dire aux gens, bah, mange bien, dors bien, et la plupart te diront, ouais, moi je mange équilibré, très bien. Constitue une assiette facile que ça pour arriver à trouver Mais l'équilibre sur. ouais, qu'est-ce que ça, Et oui, qu'est-ce que ça veut dire du coup manger équilibré? Enfin, c'est parce que c'est vrai qu'on a tellement de choses maintenant qu'on ne c'est sait une, pas exactement c'est ce une qu'il bonne faut, surtout question. pour un sportif. C'est quoi l'équilibre déjà? Bah, il y a différents volets sur l'équilibre. Ça peut être l'équilibre acido-basique, ça peut être l'équilibre sur les oméga 3, oméga 6, oméga 9, hein. Tout un tas euh, apporter de l'équilibre dans ton assiette pour justement qu'il n'y ait pas de carence. Et, et cette carence, elle s'installe pas de manière euh, immédiate. C'est des choses qui s'installent dans le temps. Ce qui fait que c'est là où c'est difficile parce que, en fait, tu peux penser avoir. Beaucoup de sportifs peuvent, par exemple, imaginer qu'ils ont une alimentation qui est équilibrée parce qu'on leur a dit bah, apporter des protéines, c'est bien, ce qu'il en faut, puisqu'il faut réparer. C'est ce qui permet aussi de construire du muscle, par exemple. Apporter des sucres lents, c'est bien, il faut mettre de l'essence dans le réservoir. Mais je vais donner un exemple tout simple. Ça, c'est bien, ça apporte une bonne base de réparation et de performance. Et de ça, la protéine, par exemple, est acidifiante. Les sucres lents sont acidifiants. Et l'acidité est pas obligatoirement une très très bonne chose pour la performance. Donc, il faut peut-être amener, par exemple, des éléments pour contrecarrer l'acidité apportée par les protéines et les sucres lents et qui peut s'apporter via des légumes, des fruits qui vont justement contrebalancer cet effet acidifiant en le basifiant. Et là, tu trouves un équilibre. Donc, construire une assiette, justement, c'est en fonction de ce que je mets, quel avantage j'ai, quel inconvénient je peux avoir, comment je vais pouvoir l'équilibrer en contrecarrant par d'autres sources alimentaires. Et du coup, justement, bah, avoir cet équilibre. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas l'avoir de base. Ça demande des conseils de spécialistes. Il faut prendre conseil chez les nutritionnistes, des diététiciens qui vont sensibiliser par rapport à ça, faire de l'éducation et pour apprendre justement à construire son assiette. Et ça, c'est pas facile. Ouais, Et puis bien, très bah, bien dormir, tout le monde va te dire ouais, je dors plus ou moins bien. Sauf que bien dormir, c'est pas si facile que ça. On sait que par exemple, dans le sport de haut niveau, bah, on a quand même commencé à avoir un peu de recul et des études là-dessus qui nous disent qu'il te faut minimum 7 à 8 heures. Ça, c'est une base. Alors, il y en a qui vont te dire ouais, je dors 7 à 8 heures. Mais si une fois tu te couches à 3 heures du mat, tu fais 7 à 8 heures, puis la fois d'après tu te couches à 11 heures, tu as tes 7 à 8 heures, oui, tu as les 7 à 8 heures. Après, l'idéal, c'est quand même de les avoir sur des cycles réguliers pour ne pas perturber ton corps et que bah, toutes les libérations hormonales, toutes les réparations puissent se faire en temps et bien. en heure. Donc, c'est besoin d'éducation par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Et tu conseilles aussi de faire un peu une fragmentation au niveau du sommeil, de faire une sieste ou plutôt tu conseilles de plutôt faire un gros bloc de nuit assez régulier comme tu le conseillais ou est-ce que la sieste elle est aussi intéressante? Alors, le 7 à 8 heures, si possible, à heure régulière, il est important. Ça, Ça, c'est là. c'est clair. Ça permet justement au corps bah, d'avoir ses habitudes et de libérer les hormones là où il faut, quand il faut, puis de réparer comme il faut. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Moi, si je prends, mettons, le football aujourd'hui à haut niveau, bah, le problème, c'est que des fois, tu joues à 13 heures, des fois, tu joues à 21 heures. Donc, quand tu joues à 21 heures, bah, tu as beau derrière avoir dormi tes 7 à 8 heures, tu as optimisé le temps, mais à côté de ça, bah, tu as perturbé un peu ton organisme parce que tu t'es couché à 4 heures du mat. Et que même si en temps normal, tu te couches à 23 heures, ça, c'est des petites perturbations qui peuvent engendrer un défaut de récupération et donc, du coup, une potentielle recrudescence de blessures. Et- Donc la sieste, oui. Alors là-dessus, il y a quand même quelques études qui ont été faites sur le temps de sieste optimum. Après, là-dessus, je laisse libre appréciation aux sportifs en fonction de ses habitudes aussi. Il y en a chez qui ils ont plus tendance à sentir que ça les casse qu'autre chose. Puis après, ça va dépendre de l'entraînement, quand est-ce qu'il est situé dans la journée. Mais après, bah, je pense qu'il faut essayer, puis il faut faire son propre avis, puis de voir aussi quel est le plus pertinent. Bon, tu vas pas dormir 3 heures, ça c'est certain, parce que ça sera contre-productif. Mais entre dormir 1 heure, une demi-heure, 1 heure et demie, à toi de voir, à toi d'essayer, puis à toi de voir aussi les conséquences que ça a derrière. Puis tu as certains joueurs ou athlètes qui essaieront, puis qui te diront non, moi c'est plutôt contre-productif, je la fais pas. ok. Donc ça après, il faut Et faire confiance à ces athlètes qui au bout d'un moment se connaissent quand même assez et savent ce qui est bon pour eux, quoi. j'allais
te dire, c'est-à-dire que des fois, on a un plan d'entraînement. Comme tu disais, par exemple, on va se coucher tard un soir, on a une perturbation. Est-ce que tu conseilles de continuer le plan qui était mis en place ou au contraire de dire ben, je vais plutôt essayer d'écouter mon corps. Ce matin, je me lève, ben, je sens que c'est pas ça. Est-ce que tu vas pas au contraire essayer d'adapter un petit peu ta séance en fonction de ta forme ou est-ce que du coup tu vas continuer sur ce qui était prévu de base? C'est toujours être aussi à l'écoute un petit peu de la personne et de son corps. Je pense que c'est important de ne pas vouloir toujours, on se dit il faut que je progresse, il faut pas que je m'écoute, il faut que j'aille pour passer des paliers. Mais au final, comme tu le disais, je pense que la blessure, c'est aussi le premier des éléments qui va t'éviter de progresser. Donc, est-ce qu'il faut trouver peut-être, est-ce que tu as un conseil pour justement s'écouter, mais pas non plus trop s'écouter? Est-ce qu'il y a je sais pas, des petits signaux qui disent là, si j'ai ça, ça veut dire que stop, je me repose, je récupère. Exactement. Ça, c'est même capital. C'est pour ça, quand je te parlais tout à l'heure de charge interne, charge externe, ça permet déjà de voir une visibilité sur ta séance, quel impact tu vas avoir sur ton athlète, quel niveau de fatigue tu risques d'avoir derrière. Et en fonction de ses réactions, est-ce que tu as eu ce niveau de fatigue? Est-ce qu'il est majoré ou est-ce qu'il n'est pas à hauteur de ce que tu souhaiterais? Et puis après, en fonction des thématiques de séance, bah, tu sais que ça va se faire plus ou moins sur un état de fraîcheur ou tu peux faire certaines séances sur un état de fatigue. Donc c'est clair, si tu as prévu, mais je sais pas, un exemple, une séance de vitesse par exemple, et que ton athlète il est loin d'être sur la fraîcheur, il est plutôt entamé, bah, va pas faire une séance de vitesse. Sur le papier, tu vas la faire, mais elle sera contre-productive d'une part, parce qu'elle t'apportera rien en termes de développement physiologique, puis surtout tu t'exposes bah, encore plus à la blessure. Ah, Donc quand je te parlais tout à l'heure de gomme et de crayon, bah, c'est là où il faut se dire, bah, aujourd'hui on a pas. Les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir le faire. C'est pas grave. On va faire autre chose aujourd'hui qui ne nous empêchera pas de continuer à bien travailler. Et puis, bon, on la reportera peut-être à demain ou après-demain. Et puis, et- ça, c'est là où tu peux avoir certains programmes de course à pied, par exemple, qui sont de très très bonne facture sur des magazines, sur Internet, et sur le papier qui sont très très bons, mais qui ne seront pas applicables à tous parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes au quotidien et qu'à un moment donné, ce qui peut marcher chez l'un ne marchera pas chez l'autre parce qu'ils n'ont pas les mêmes charges du quotidien. Et donc, du coup, c'est ça ce qui amène souvent à la blessure, c'est que faut pas s'entraîner pour s'entraîner, il faut s'entraîner aussi intelligemment. Et tu as quand même certains marqueurs comme ça qui te font dire, bon, bah, aujourd'hui, c'est pas pour moi, quoi. Ça m'empêche pas d'aller courir ou de m'entraîner, mais avec une autre ouais, bien thématique. sûr. Et sur un jour du coup de perturbation, de fatigue, tu conseilles plutôt quel profil de séance? Une séance plus d'endurance fondamentale, quelque chose d'assez lent, ou quelque chose de un peu plus technique peut-être, ou qu'est-ce que tu conseillerais du coup, toi, si avec ta gomme derrière, tu t'écrirais quoi par exemple? S'il y a de la vitesse de prévu, t'as de la fatigue pour quelqu'un, qu'est-ce que tu vas du coup essayer de créer derrière pour continuer à progresser? Mais aujourd'hui, la vitesse, tu sais que c'est pas productif, donc sur quel domaine tu vas plutôt l'orienter avec ta fatigue? Alors, bon, généralement, quand on fait un programme, on fonctionne de ce qu'on appelle en cycle. Et en l'occurrence, c'est sous forme de mésocycle qui dure à peu près 3 à 6 semaines, en gros, hein, c'est ça. Et ce mésocycle, mettons, on va avoir une thématique donnée, développement de PMA, de VMA, de force ou autre. Et si, mettons, bah, le jour où tu devais faire cette thématique-là, parce que tu es lancé ce socle-là et que ça ne le fait pas, bah, rien ne t'empêche de faire un petit rappel du mésocycle précédent, qui peut être en l'occurrence l'endurance, qui est moins, qui entame moins d'un point de vue mécanique, qui entame moins d'un point de vue physiologique, mais il faudra aussi peut-être adapter, parce que si tu pars pour courir 2 heures et qu'au final, tu vas le cramer sur d'autres choses, donc il faudra certes diminuer tout ce qui est intensité, euh, et donc du coup, bah, tu auras sur des choses qui vont moins vite et qui peuvent peut-être durer un peu plus longtemps, mais D'accord, ouais. Plutôt ce critère-là. Et ouais. du coup, sur ces différents cycles, excuse-moi, du coup, je rebondis sur ce que tu me dis, mais sur ces différents cycles-là, comment enfin, vous les construisez du coup avec les préparateurs physiques? Comment ça se passe pour avoir du coup tes cycles de 6 semaines comme tu nous décris? Comment ça se passe du coup enfin, Ça, pour planifier tout ça? quand tu es dans des sports individuels. Après, si tu as un sport collectif, bah, le gros du gros se fait en début de saison. Tu vas faire des rappels en cours de saison. Donc là, quand je te parle de mésocycles de 3 à 6 semaines, c'est plus sur des sports individuels où tu as un objectif qui est dans 3 4 mois et tu vas construire tes paliers les uns après les autres pour
amener un niveau de performance maximal. Sur des sports collectifs, c'est différent. En fait, c'est dans ta semaine que tu répètes certaines sollicitations où tu auras une séance qui sera plus axée sur l'intensité en milieu de séance, en milieu de semaine. Début de semaine sera plus des séances de récupération. Et puis les jours qui se rapprochent du match, par exemple, c'est plus pour travailler la vivacité, travailler sur la fraîcheur. Donc, c'est pas du tout la même construction. On n'est pas du tout dans la même construction. Sur des sports comme le vélo, la course à pied, c'est clair que là, tu es sur des cycles où tu pars proactif, tu as un objectif, il faut que tu arrives avec les meilleures capacités à ce moment-là. Et puis Mm. derrière, bah, tu auras, mettons, une semaine, 10 jours, 15 jours de, de, comment on appelle ça, je perds mes mots, euh, où on décharge l'athlète pour qu'il soit Avant l'événement pour qu'il y ait de la fraîcheur physique. va me Ok. revenir, le temps va me revenir. Et tu sais que bah, avant cette phase-là, tu sais que tu es dans un gros cycle de travail, donc c'est vrai que tu vas mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de volume. Et puis, bah, avant cette phase-là, encore un autre cycle avant, eh bien, tu vas avoir développement de l'endurance, par exemple. Donc, ces mises au cycle, tu les construis en fonction de l'objectif. Et puis, rétroactivement, bah, tu vas mettre 3 à 6 semaines sur ce cycle-là, 3 à 6 semaines sur ce cycle-là, 3 à 6 semaines sur celui-ci, qui t'amènera justement à construire les étapes les unes après les autres. Moi, si je te donne un exemple en dehors de la Par exemple, prépa physique on peut dure, parler, par exemple, ouais. c'est un exemple qui concerne beaucoup de personnes par rapport à la course à pied. Par exemple, c'est quoi les différents cycles que tu donnerais pour enfin, quelque chose d'assez classique, hein, pas de personnalisé, de très poussé, mais quelque chose d'assez lambda que tu pourrais conseiller aux gens de faire une suite un petit peu logique jusqu'à justement un marathon dans 4 5 mois, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que tu... Bah, moi, je donne toujours cet exemple pour donner une image aux sportifs qui reste simple. J'assimile toujours ça un peu à la voiture, où d'un côté, tu as un réservoir, puis de l'autre côté, tu as le moteur, D'accord. euh, la cylindrée du moteur. Et puis après, bah, en fonction, si tu as un sprinter, par exemple, bah, vaut mieux qu'il y ait une grosse cylindrée. Le réservoir, ce qu'il y a dedans, on s'en fiche un peu. L'effort est tellement court que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'essence dedans. Par contre, si tu as un sport d'endurance, bah, vaut mieux que tu aies un gros réservoir avec une grosse contenance, que tu puisses aller loin. Ok, Après, d'accord. au moteur, c'est encore mieux. Donc, en fonction déjà de ta thématique, enfin, du sportif et de ses objectifs, bah, tu vas jouer plus sur le développement du réservoir, Ok, tout en essayant d'optimiser la cylindrée du moteur. Et ça, bah, justement, si c'est le réservoir, bah, tu vas plus sur une thématique d'endurance. d'accord. Et si tu es moteur, bah, tu seras plus sur des dynamiques de développement de VMA, de PMA, avec des constructions de séances totalement différentes. Ok. Et est-ce que tu arrives, et du coup, est-ce qu'il y a aussi cette synergie entre les séances de course à pied et aussi le renforcement derrière musculaire que tu vas proposer à l'athlète? Est-ce que tu arrives aussi à combiner un peu ces cycles de façon à faire bosser en même temps les deux parallèlement sur des mêmes filières? Exactement, bah ça me paraît même capital, hein. Aujourd'hui, enfin, pour ce qui est de la course à pied, par exemple, on sait que le renforcement, bah, c'est un bon gage, ça va apporter de la performance, quoi qu'il en soit. Donc, effectivement, il faut venir arriver à pouvoir associer les deux, et c'est là où tu vas jouer avec ton transfert dans tes entraînements entre le développement physiologique d'un côté et le mécanique de l'autre. Donc, d'un moment donné, quand tu tapes trop au niveau physiologique, mais que tu n'en as pas assez fait peut-être niveau mécanique, bah, tu pourras peut-être venir associer une séance de renforcement à côté. Et puis des moments donnés, quand tu as trop tapé au niveau mécanique dans ta séance, mais que le physiologique, tu aurais pu en faire plus, mais que tu es limité par ton mécanique, bah, rien ne t'empêcherait de faire un transfert sur quelque chose qui est moins agressif mécaniquement, comme le vélo, la natation ou autre. Ok. Donc, beaucoup avec ces choses-là, oui. D'accord. Et juste, du coup, en course à pied, qu'est-ce que tu conseillerais comme exercice? On a beaucoup le solaire en tête, on a beaucoup de hip thrust horizontal. Qu'est-ce que tu conseillerais plus pour vraiment améliorer, du coup, tout simplement la machine pour lui permettre de courir, en dehors, bien sûr, de l'entraînement de course à pied. Je pense que c'est la meilleure chose, c'est d'habituer le corps à courir, bien sûr. Mais est-ce que, il y a quelque chose, du coup, là, des exercices un petit peu, allez, je vais dire, idéaux pour la course à pied et vraiment spécifiques à la course à pied? Alors, déjà, tout dépend sur quel sportif on se situe. Si tu es un sportif qui est débutant, déjà, je pense que tu auras assez de la course pour te faire ton Ok. renforcement. Donc, rajouter des choses dont tu n'as pas besoin, on risque de te blesser. Ok. Après, si tu es un sportif qui est assez aguerri, effectivement, là, tu vas venir greffer du renforcement. Et puis, en course à pied, comme dans la plupart des sports où il y a de la course, bah, ta chaîne de triple extension, elle est juste un peu importante. Donc, effectivement, solaire, grand fessier, quadriceps, c'est capital.
Donc, tu vas plus aller chercher l'exercice de triple poussée pour justement développer ces trois muscles qui sont fondamentaux, sans oublier les ischio-jambiers. Du coup, Les tu ischios, les eux, travailles du coup. ils peuvent travailler aussi, mais les ischio-jambiers, ils ont quand même une dominante qui est quand même plus axée sur la vitesse. Ouais, On le voit, hein, les ischio-jambiers, notre principale problématique, c'est que on se blesse les ischio-jambiers quand on est plutôt sur la vitesse, mm. vraiment de la vitesse pure. Et donc euh, là, il faudra justement travailler ces ischio-jambiers en prévention sur des choses qui se rapprochent de la réalité, donc sur de la vitesse. Ok, du coup, est-ce que tu ne conseilles pas forcément de les faire en excentrique, enfin, du nordique, enfin, tu conseilles quand même de le faire aussi ou pas spécialement? En chaîne fermée, chaîne ouverte, enfin, on entend beaucoup de choses, donc c'est pour Tu, ça, j'aimerais. tu me tends une perche, et il y en a qui vont rire hein, pour ceux qui me connaissent. Quand on parle de nordique, pour moi, bah, c'est bien, c'est un bel exercice, parce que bah, la science nous a quand même apporté des réponses sur le fait que ça prévenait. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur exercice pour... Je parle en termes d'exercice, hein, je parle pas sur le terrain. Est-ce que c'est le meilleur exercice pour prévenir? J'en suis pas certain, dans le sens où quand tu regardes la physiopathologie de la blessure des ischio-jambiers se fait quand même majoritairement en course externe ou en excentrique. Moi, c'est pas trop, adapté peut-être justement au mécanisme lésionnel. Exactement. Donc, si on veut avoir un tissu qui soit adapté au contexte de la physiopathologie et au contexte de l'effort, moi, il me semblerait plus judicieux de venir les renforcer en course externe, en excentrique. Donc Ok, après, ben, en course externe, en excentrique, il y en a beaucoup. Et je serais curieux de venir d'avoir des études qui comparent ces exercices-là en course externe, excentrique versus le nordique. Je dis pas que le nordique est mauvais, mais potentiellement, d'autres exercices, à mon avis, sont bien plus meilleurs adapté. en rapport à la physiologie et en rapport à la physiopathologie. Ok, Et après, si on va plus loin, la meilleure des préventions aujourd'hui pour moi sur les ischio-jambiers, et on commence à avoir quand même pas mal de littérature là-dessus, en l'occurrence toute l'équipe de Morin, Mendy Guicha, tout ça qui travaille sur cela, la meilleure des préventions aujourd'hui, c'est la vitesse. ok. Et, Ouais, si la semaine, tu exposes ton corps à de la vitesse, bah, tu rends ton ischio plus tolérant, plus adapté, plus adaptable, et en mesure de pouvoir répondre aux contraintes sportives de compétition du week-end. Donc le gros du travail en prévention sur les ischio-jambiers se fait sur la vitesse. C'est le meilleur exercice pour moi. ok, ouais. Tu sais, donc du coup, on s'éloigne encore un peu, on s'éloigne un petit peu du renforcement préventif. Au final, le mieux, c'est vraiment de courir pour prévenir les blessures de la course à pied. Mais de courir intelligemment et de travailler sur une bonne capacité. Et bon, après, bien sûr, bien travailler, bien s'échauffer, pas, bien sûr, pas être idiot. Mais du coup, tu vois, ce que tu conseilles vraiment, c'est de courir avec des séances chaque fois bien définies. Exactement. Je vais te donner un autre exemple. Mais par exemple, le renforcement du pied. Le pied, c'est quand même un élément qui est juste un peu important en course à pied ou dans la plupart des sports, hein. C'est quand même la première interface avec le sol. C'est de là où tout part. Bah, aujourd'hui, pareil, on a quand même assez de recul pour savoir que le meilleur renforcement du pied, bah, oui, il y a des exercices, certains, mais que le meilleur renforcement du pied, c'est peut-être déjà marcher pieds nus. C'est peut-être marcher avec des chaussures plutôt minimalistes ou de courir pieds nus avec des chaussures minimalistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre toutes ces séances pieds nus, mais qu'on peut se servir de la course pieds nus comme un outil de renforcement du pied qui permettra après d'être transférable dans la course à pied avec ses chaussures habituelles. Ça, Ok, pour moi, et que ce soit en course à pied comme dans la plupart des sports collectifs, c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer de plus en plus en fonction des capacités de chacun et amener de manière très progressive. N'allez pas tous ce soir courir pieds nus, parce que si vous n'êtes pas à table, vous allez vous blesser. C'est comme tout, il y a quand même des règles de progressivité et d'adaptation, mais en l'amenant progressivement en fonction de chaque sportif, ben, bon, un petit 2 fois 10 minutes dans la semaine de course en pré-séance ou en post-séance pour renforcer le pied à faible allure, parce que si on met beaucoup d'allure, ben, obligatoirement on augmente les contraintes, mais à faible allure, quel meilleur renforcement au niveau du pied on puisse avoir dans ouais, bon. la fonction qui va. Quel type de surface, même sur du goudron, tu le conseilles, ou plus quand même sur de la pelouse, des choses assez molles quand même? Sur Goudron, oui, tu pourras y venir à terme, parce qu'il va falloir, il va falloir laisser autant que ton pied s'adapte et que ton tissu cutané soit en mesure de répondre à ça. Si tu n'as pas l'habitude, vas-y pas, parce que là, tu auras un facteur limitant qui va être l'ampoule. Ouais, Et après, la surface en elle-même, peu importe, on est capable de s'adapter à plein de choses. Mais il faut quand même que tout type de surface, après, tout dépend sur quoi tu commences, mais il faut bien garder à l'esprit qu'il faut le faire de manière très progressive. Et que tu mettras peut-être un peu plus de temps à le faire sur du goudron dans ta progression du que coup, si
tu commencerais par quoi, du coup, pour les novices un petit peu en minimalisme, tu conseillerais par quel type de surface au début pour s'entraîner, par exemple 10-15 minutes à vitesse lente, comme tu le décris, une surface qui serait pas très traumatique, ça serait quoi? Plutôt du sable, de la pelouse, ce serait Euh, ça? du sable, t'auras pas le même fonctionnement au niveau de ton pied. Donc, moi, je me rapprocherai le plus possible de la réalité. Donc, si ça peut se faire dehors, que les conditions climatiques sont bonnes, pourquoi pas le faire sur piste? D'accord. Dans un sport collectif où il y a, ou côté terrain de foot, par exemple, c'est du gazon, bah, fais-le sur du gazon. Sinon, sur un tapis, c'est un problème. Mais de là à tout de suite basculer sur la route, ah, il risque d'avoir plus de dégâts que de bienfaits. Ok, t'arrives à faire courir un petit peu les footballeurs pieds nus, là, ça commence un petit peu ou pas Euh, trop encore? le- euh, euh, Ça, c'est autre chose. Nous, on les a de manière, Ouais, de manière c'est sûr. donc, et après, mais après, c'est clair qu'il y a entre ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire et la réalité des Ouais. choses. Euh, Aujourd'hui, bon, c'est clair que c'est quelque chose qui me dérangerait pas, au contraire, que j'inciterais à faire. Maintenant, bah, il y a des habitudes à changer, il y a plein de choses à, à- dans les croyances, il y a plein de choses qu'il faut casser, et puis surtout dans l'intérêt de le faire. Un footballeur, il te dira, moi c'est bon, courir pieds nus, moi je cours pas pieds nus, je fais avec des crampons, et voilà. Donc, des petites choses à changer. Mais si on prend juste la course à pied, en course à pied, c'est une très bonne chose. Euh, Quand on est en club, autour de la piste, ben, pourquoi ne pas commencer par ça? Mais attention à bien être progressif dans ce qu'on fait. Et ça sera un très très bel outil de renforcement. Ok, Le meilleur, sur. merci. Je te dérange juste sur une question parce que c'est la dernière, après je te laisse tranquille. Merci beaucoup encore d'avoir été là. C'est parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé, c'est sur les préventions, plutôt sur des entorses, que ce soit au niveau des genoux, des chevilles. Bon, j'ai eu un nombre de ligaments croisés, prévention, point d'interrogation, mais c'est juste de façon un petit peu globale. Contre l'entorse, qu'est-ce que tu conseillerais pour justement prévenir un petit peu tout ça? Bon, après, en dehors des grands facteurs que tu nous as conseillés, comme bien sûr bien dormir, s'alimenter, avoir un renforcement adapté, être bien progressif, mais est-ce qu'il y a des choses, un renforcement, est-ce qu'il y a plutôt de la proprio, des exercices plutôt dynamiques, sur quoi tu vas essayer de bosser pour justement essayer d'éviter ça, parce que je dis bien essayer, hein, c'est dur, hein. Ouais, c'est clair que c'est dur. Tu me tends une perche sur le ligament croisé antérieur, c'est un peu mon dada. Ok. Euh, Aujourd'hui, on veut aller chercher plein de choses au niveau prévention. Et quand on regarde bien, bah déjà, c'est une blessure qui se fait majoritairement sans Ouais, contact, bien sûr. déjà. On a beaucoup parlé du valgus. Est-ce que c'est une vraie problématique? J'en suis pas certain, et on commence à avoir assez d'outils pour dire que finalement, pas tant que ça. Et j'en reviens à te dire que la meilleure prévention reste euh, la gestion de ton sportif. Et pour la plupart, tous ceux que j'ai pu avoir, quand tu te fais un croisé, tu te le fais jamais d'une manière anodine. Tu te le fais jamais quand tu es en pic de forme. Tu te le fais jamais quand tu as la tête perturbée par ton boulot, par ta famille ou par tout un tas de choses. Euh, les grosses blessures, elles interviennent toujours dans un contexte un peu particulier où rien n'est rose, rien n'est beau. Il y a toujours quelque chose qui perturbe un peu. Donc, déjà, prévenir, ça commence par ça, faire en sorte qu'on ait déjà une bonne mainmise sur le monitoring de notre sportif. Et après, en termes de rééducation de prise en charge, bah déjà, c'est structurer les choses. Déjà, c'est récupérer une bonne amplitude, récupérer une bonne force. Et puis, une fois qu'on l'a, est-ce qu'on fait de la proprio, comme tu le disais? Moi, je parlerais plus de reprogrammation neurosensitivo-motrice. Euh, et c'est clairement pas, je ne le ferai pas travailler sur un plateau ou sur un trampoline ou choses comme ça. Je vais aller travailler dans sa motricité spécifique à son sport de manière progressive en termes de déplacement, que ce soit latéraux, rotation, vitesse d'exécution. Et puis, bah, en fonction de sa douleur et de ses limitations, bah, je vais continuer de progresser pour l'amener bah, ce à quoi il doit être confronté sur le terrain. Donc, à savoir plus vite, plus fort, dans des contraintes rotatoires plus importantes. Mais ça sera de l'échelle de rythme, par exemple, au départ, et puis après des appuis un peu plus marqués, avec plus de vitesse, dans sa fonction sportive. Mais le côté un peu statique, tout ça, moi, c'est quelque chose que je n'ai Pas très. plus d'intérêt. Ok, d'accord. Ça marche, nickel. Écoute, et après, juste musculairement, est-ce que tu vas t'intéresser, par exemple, plus particulièrement à un corps musculaire que d'autres pour on entend beaucoup les ischios, l'importance d'avoir des ischios assez forts pour justement prévenir. Enfin, c'est un peu une croyance aussi. Est-ce que tu conseilles aussi d'avoir un renforcement particulier pour prévenir un petit peu ce type de blessure en dehors des exercices un peu plus dynamiques? Écoute, si on parle des ischios,
je le redis, c'est quand même des muscles de vitesse. Donc, effectivement, qu'il soit fort ou pas fort, Ok, ça, c'est une chose. La notion de force, c'est une chose, mais c'est surtout d'être capable de dégager une force maximale dans une amplitude maximale, dans une vitesse maximale. d'accord. Donc, il y a quand même trois paramètres qui sont importants. Donc, dans les exercices qu'on doit, si on fait que des exercices, hein, en dehors du côté terrain, vitesse, dont j'ai pu parler tout à l'heure, bah déjà, ça va être de construire son protocole de renforcement avec un exercice qui privilégie quand même la course externe, premièrement. D'accord. Et puis après, il faut réintégrer progressivement de la charge pour monter sur des charges quasi maximales pour que justement le tissu soit adapté à des contraintes maximales. Et puis après, on viendra greffer un dernier facteur qui est pas des moindres, la vitesse. Ok, Donc, en gros, tu feras tes exercices en full amplitude quand tu peux le faire, à charge progressive jusqu'à charge maxi, et à vitesse plutôt lente. Et puis, moi, sur la fin, je finis à charge maxi, à vitesse maxi, pour se rapprocher de la, de la contrainte, sachant qu'on est très, 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 très loin, même sur l'exercice à charge max et vitesse max, de la réalité. ok, d'accord. Nickel. Ben écoute, c'est parfait. Est-ce que tu veux peut-être finir par dire quelque chose, un conseil ou je sais pas, des fois je sais que des fois je propose ça. Est-ce qu'il y a peut-être un livre, une formation, quelque chose qui t'a inspiré ou qui t'a aidé professionnellement ou même personnellement, hein, quelque chose que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent? Euh, Là, je suis biaisé, je suis même très biaisé. En formateur à la clinique du Ouais, coureur. c'est un moment peut-être à toi pour parler de la clinique du Ouais, coureur peut-être ou quoi. bah, écoute, Euh, je t'en parle parce que bah oui, enfin, je suis biaisé, mais je vous en parle parce que pour moi, quand je l'ai fait en tant que participant, à l'époque, bah aussi, je me formais aussi, moins maintenant, mais quand même, bah, ça a été une des formations qui a été, qui a pas remis en cause beaucoup enfin, qui a remis à plat tout ce que j'avais pu accumuler comme expérience et qui a pris du sens. Quand on parle de quantification du stress mécanique, quand on parle d'adaptation tissulaire. Là, ça a vraiment pris du sens. Et ça me paraît être les bases, le b.a.-ba, les fondamentaux pour pouvoir gérer un coureur ou gérer un sportif. Parce que cette fameuse quantification du stress mécanique, ben, elle se vérifie tellement au quotidien. Quand on dit, nous, on prône toujours que 80% des blessures en course à pied sont liées à un changement. Moi, je le vois cliniquement au cabinet pour tous les coureurs que je reçois. La plupart du temps, oui, c'est lié à un changement. Et ce changement, il y a quoi? Eh bien, il est lié souvent à une modification d'entraînement. Plus de dénivelé très vite, trop fort, plus de volume, plus d'intensité ou de l'intensité alors qu'avant j'en mettais pas. Et dans un contexte, et c'est là je remets encore une couche, biopsychosocial dont il faut vraiment tenir compte. Donc pour ça, pour ceux qui veulent gérer des coureurs, voire qui ont beaucoup de traumatos, qui s'occupent de sportifs, je pense que la formation de la clinique du coureur prend vraiment tout son sens par rapport à ça, parce qu'elle apporte vraiment les bases pour aller les chercher là où il faut et pas aller chercher pas des faux problèmes, mais des choses qui sont moins importantes dans la prise en charge de son patient sportif. Ok, d'accord. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas encore d'avoir été disponible et au plaisir peut-être un jour de reparler sur un autre thème. En tout cas, c'était très intéressant et j'espère que tout le monde aura pris du plaisir à écouter ça. Bah, écoute, merci à toi de m'avoir invité. Ouais, J'espère avoir répondu à vos questions. Et puis, bah, écoute, effectivement, avec grand plaisir pour une prochaine. ça marche. Bonne continuation à toi. À la prochaine. Ciao. Plus.